Bonjour, nous voici de retour après euh, un week-end studieux. Excusez-nous, on a un problème de retour de son qu'on va devoir régler. Voilà. On a eu un week-end studieux à Moscou. Nous étions Arnaud est à Paris aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous ne le voyez pas à côté de nous. Mais Arnaud, il s'est passé un certain nombre de choses ce week-end, si j'ai bien compris. Donc, est-ce que tu veux bien nous faire un petit point politique et économique? Certainement, Président. Quelques mots donc d'économie. Pour commencer, d'abord, un nouveau train de sanctions européennes devrait être adopté dans les heures qui viennent et officialisé demain, très probablement. Ces contours ont été dessinés par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen. Le ministre Le Drian en a également parlé. Ça devrait concerner entre autres, les exportations de certains biens de luxe européens vers la Russie, ainsi que les importations d'acier russe vers l'Union européenne. On évoque également l'inclusion de nouveaux hommes d'affaires russes dans la liste des sanctions, ainsi que des restrictions d'investissement dans le secteur pétrolier et du raffinage. Deuxième point, déclaration qui n'est pas vraiment une nouvelle, mais plutôt une confirmation du ministre russe des Finances, M. Siluanov, qui a admis ce week-end que près de la moitié des réserves de la Banque centrale de Russie étaient inaccessibles, je cite, à la suite des sanctions occidentales, environ 300 milliards de dollars. Il a confirmé par ailleurs que jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire en réalité jusqu'à ce que le dossier de l'éventuel déblocage de tout ou partie de ces réserves avance, eh bien, les remboursements à des entités issues de pays inclus par la Russie dans la liste des pays inamicaux se feraient en roubles. Il y a donc un lien qui est établi entre le remboursement en devises et l'évolution du statut des réserves gelées. Par ailleurs, un chiffre qui n'est pas inintéressant dans le contexte actuel, on estime à 90 milliards de dollars le montant détenu en cash par les ménages russes. Enfin, deux dernières informations économiques. Vendredi se tiendra, comme prévu, le conseil des directeurs de la Banque centrale de Russie. Il est possible qu'un nouveau relèvement du taux directeur soit annoncé, mais ce qui retient l'attention, c'est l'absence, pour la première fois depuis 2 ans, de conférence de presse de sa présidente, Mme Nabiulina. Enfin, l'un des vice-présidents de la Douma d'État, M. Tolstoï, a annoncé qu'un troisième paquet de contre-sanctions russes était en cours d'élaboration. Quelques mots sur les événements politiques ou, de façon plus générale, sur la société russe ces derniers jours, ces dernières heures. De sources concordantes, plus de 800 personnes ont été interpellées hier dimanche dans une trentaine de villes de Russie lors de manifestations contre l'opération spéciale en Ukraine, ce qui porte le total à environ 15 000 depuis le 24 février dernier. Autre point, un autre vice-président de la Douma d'État, M. Revenko, a transmis aux députés de son groupe Russie Unie, des instructions écrites afin qu'ils participent plus activement à la campagne informationnelle de l'opération spéciale en Ukraine, sans doute parce que certains avaient fait preuve d'une très grande discrétion sur le sujet. Enfin, deux instituts de sondage, FTSIOM et FOM, qu'on a déjà évoqués ces derniers jours, ont publié de nouvelles enquêtes d'opinion montrant un soutien croissant à l'action de Vladimir Poutine, qui s'établirait respectivement à 76 et 75%. Le Premier ministre Mishustin est également en hausse. On relève cependant que le centre Levada, qui est un centre indépendant, de son côté, n'a toujours pas publié de résultats spécifiquement dédiés à cette question. Et j'attire votre attention sur le fait que de nombreux observateurs nous disent, sous couvert d'anonymat, être quelque peu sceptiques sur les résultats des deux sondages que j'ai évoqués, et ils relèvent en particulier que de nombreuses personnes refusent de répondre aux questions qui sont posées.
Voilà ce que je pouvais dire sur l'économie et sur les évolutions politiques de ce week-end. Merci beaucoup Arnaud. On aura certainement des questions pour toi tout à l'heure, donc on continuera à faire le point notamment sur les contre-sanctions que nous attendons. Mais Igor, sur un plan diplomatique, que s'est-il passé? Alors, il y a eu plusieurs éléments ce week-end, plusieurs signaux au cours des 2 derniers jours qui permettent de parler d'avancées prudemment encourageantes. Tout d'abord, des déclarations, celle de Vladimir Poutine lors de son entretien avec le président Loukachenko vendredi en fin de journée. Entretien au cours duquel le président russe parle de développement positif dans les pourparlers entre délégations russes et ukrainiennes. Je vais y venir un peu après. Il y a ensuite eu des déclarations côté ukrainien, le président Zelensky, qui a évoqué samedi des discussions avec les Russes qui sont réellement lancées, d'après lui. Et son conseiller, Mikhail Podolyak, qui lui évoquait la possibilité d'un compromis. Donc des éléments de langage qui sont encourageants. Sur le 4e tour des discussions, il a été suspendu il y a quelques minutes. Il a démarré aujourd'hui à midi moins le quart et donc a duré environ 5 à 6 heures. Et il est suspendu d'en reprendre demain. Alors, il se déroule selon un nouveau format puisque désormais il a lieu en ligne et non plus en Biélorussie. Alors, c'est une évolution qui s'explique par plusieurs points. Tout d'abord, logistiquement, c'était de plus en plus compliqué pour la délégation ukrainienne de se rendre en Biélorussie, puisqu'elle, pour éviter les zones de combat, elle devait faire un détour par la Pologne, ça prenait plusieurs heures, et on se souvient que sur les deux précédents tours de discussion, cela retardait de plusieurs heures le début des négociations, et faisait quand même planer une certaine incertitude. En tout cas, c'était un contexte qui n'était pas forcément favorable à ces discussions. On sait que les Ukrainiens nourrissaient certaines frustrations par rapport au choix de la Biélorussie comme lieu de discussion. Donc, ça va permettre d'aplanir ou d'atténuer également ces frustrations. Et puis surtout, ça va permettre de rendre ces discussions beaucoup plus fluides, beaucoup plus agiles, puisqu'on sait qu'il doit y avoir des allers-retours entre les délégations et leurs autorités respectives, les cabinets présidentiels respectifs, pour faire régulièrement des comptes rendus sur l'évolution de ces discussions. Donc, disons que ça va permettre d'accélérer peut-être le processus. Alors, quelles sont les questions discutées? Il y a plusieurs blocs. On en a su un peu plus ce week-end. On savait qu'il y avait un bloc humanitaire, évidemment, parce qu'il y a des corridors qui ont été formés et qui fonctionnent à peu près correctement depuis au moins 3-4 jours. Et visiblement, ce n'est plus vraiment le fond des discussions dans ces pourparlers actuels, même s'il y a toujours ce bloc humanitaire sur la table. Mais il y a également un bloc politique sur la question, les modalités du règlement politique de cette crise. Il y a un bloc sécurité sur les garanties de sécurité qu'attendent à la fois les Russes et les Ukrainiens dans le règlement de cette crise. Et il y a un bloc également règlement militaire de la crise. Donc ça, c'est tout ce qui a trait au retrait des forces armées, y compris des forces armées éventuellement d'autres pays. On pense aux fameux volontaires. Donc voilà, il y a plusieurs blocs comme ça qui sont à l'œuvre et qui sont examinés, et les pourparlers doivent reprendre manifestement dès demain matin. Merci Igor. Igor, j'ai lu ce week-end que le président Zelensky proposait une rencontre à Jérusalem avec le président Poutine. Est-ce vrai? Oui, il a clairement dit qu'il estimait que Jérusalem serait un lieu propice pour des discussions directes avec le président russe. En fait, c'est pas pour des discussions en tant que telles, mais ce serait pour signer un accord, parce qu'on comprend bien que les présidents, s'ils se rencontrent, Zelensky et Poutine, c'était pas simplement pour discuter, mais c'est pour signer un accord qui serait élaboré par tous ces processus que je viens d'évoquer. La question, c'est où. Les Ukrainiens ont clairement fait savoir qu'il n'était pas souhaitable que cette rencontre ait lieu ni en Ukraine, ni en Biélorussie, ni en Russie, et que Jérusalem, à cet égard, pourrait être effectivement tout indiqué. J'attire votre attention sur le fait que côté Kremlin, Dmitry Peskov a réaffirmé qu'évidemment, il n'était pas exclu que les présidents russes et ukrainiens se rencontrent, mais que tout l'enjeu était bien de réunir les conditions qui permettraient de tenir une telle rencontre. Et quand on parle de conditions, côté russe, on fait allusion effectivement aux fameux objectifs militaires que la Russie s'est fixés dans cette opération.
Et bien évidemment, nous n'avons aucune idée du temps que cela peut prendre à ce qu'ils se mettent d'accord sur tous les différents blocs dont tu parlais. Pour l'instant, on n'en a pas vraiment d'idée. Alors, le seul qui a fait une allusion très vague à la temporalité, c'est Léonid Slutsky. Alors, Léonid Slutsky, qui est donc chef de la commission de la Douma pour les affaires étrangères, mais qui est aussi membre de la délégation russe dans les négociations avec les Biélorusses, avec les Ukrainiens en Biélorussie et maintenant en ligne, et qui, lui, a expliqué qu'on pourrait arriver à un accord, tout du moins à un document qui serait l'objet d'un compromis dans les prochains jours. Il a parlé de prochains jours, mais en n'étant pas plus précis que cela. D'accord, donc on va rester vigilant. Il faut rester vigilant et prudent, voilà, parce que voilà, la situation est extrêmement volatile. On a une première question qui dit effectivement la Russie, c'est une rumeur qu'on a lue dans la presse française, la Russie aurait demandé une aide économique et politique à la Chine. Alors effectivement, c'est une rumeur qui est apparue ces dernières heures. La Chine, alors c'est une rumeur qui part de médias américains, qui cite une source américaine, source militaire américaine, visiblement source officielle américaine tout du moins. Et le ministère des Affaires étrangères chinois a démenti l'information, en tout cas pour le volet militaire. Il n'a pas parlé de volet économique, mais il a dit la Russie, en tout cas, n'a pas formulé une demande d'assistance militaire auprès des autorités chinoises. Pour ce qui est de l'aide économique, ça, évidemment, il n'y a pas de commentaire là-dessus. On a déjà commenté ici certains éléments qui pourraient s'apparenter à une forme de soutien, en tout cas économique, mais d'aide économique, pour l'instant, on n'a pas rien vu de formel. Arnaud, tu voudrais rajouter quelque chose sur ce point? Oui, simplement le fait que le ministre des Finances russe, Siluanov, a effectivement tendu une perche s'agissant du volet financier. Mais la rumeur de ces dernières heures, qui a beaucoup surpris, concernait spécifiquement le volet militaire, et Igor y a répondu. Simplement, il faut introduire un élément de contexte. Cette rumeur a surgi alors même que le conseiller du président américain à la sécurité nationale, M. Sullivan, doit rencontrer son homologue chinois, ou en tout cas un haut responsable chinois à Rome dans les heures qui viennent. Et deuxième élément de contexte pour abonder dans le sens d'Arnaud, il y a comme je l'ai indiqué la semaine dernière, il y a une polémique qui se noue aussi avec les Chinois et les Américains sur l'aspect entre guillemets biologique, l'affaire des laboratoires biologiques. Les Chinois donnent dans le sens du narratif et du récit sur le réseau prétendu de laboratoires américains dans l'espace post-soviétique sur l'aspect biologique. Et là, on peut penser que c'est aussi un renvoi d'ascenseur par rapport à tout ce que l'administration américaine précédente, Trump, a martelé sur les origines de la Covid. En Chine, il y avait une guerre d'information là-dessus. J'ai le sentiment que les Chinois ont envie de rendre la monnaie aux Américains sur ce plan-là en donnant dans le narratif des laboratoires biologiques, qui est un narratif controversé. D'accord. Si je puis me permettre, et je terminerai là-dessus, le soutien informationnel chinois va au-delà de ce seul sujet. On constate depuis quelques jours que sur l'élargissement de l'OTAN, sur d'autres points, les Chinois endossent pas mal de thèses russes. Oui, absolument. D'accord. On n'a pas beaucoup de questions là, ce qui est je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, hein, mais si vous avez des questions, surtout posez-les. En attendant que vous les posiez, je vais en poser une à Arnaud sur les contre-sanctions. D'abord sur les sanctions européennes qui vont venir. Donc, elles étaient annoncées pour samedi, mais finalement, elles n'ont pas eu lieu samedi. On sait quand elles doivent être données ou quand elles vont être annoncées, ou on n'a pas encore d'idée? Je reste prudent, mais il semblerait que c'est aujourd'hui que les représentants, que les ambassadeurs européens vont se réunir. Donc, ils vont se réunir, ils vont trancher sur, entériner en tout cas, ce qui a probablement été décidé, en tout cas de façon cadre, au niveau des chefs d'État. Et j'attire votre attention sur le fait que cette fois-ci, ce serait non seulement européen, mais en tout cas étroitement coordonné dans l'ensemble du G7. Voilà. Donc, formalisation aujourd'hui, peut-être annonce demain. Je crois que c'est le calendrier vraisemblable. D'accord. Alors, on nous demande si la crise a provoqué des inscriptions au registre des Français. Alors, je sais que tout au début, ça a été le cas.
Aujourd'hui, je n'en sais rien. Je ne sais pas si... il y a à peu près 5000 Français enregistrés. Vous pouvez imaginer qu'il y en a encore 2, 3 000, 4 000 qui ne le sont pas. Donc, on peut imaginer entre 7 et 9 000 la population française en Russie. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a plus de gens qui s'enregistrent. Nous pourrons vous répondre demain. Nous avons une réunion avec le consul général, M. Cervanti. Nous allons lui poser la question. Alors, on nous demande s'il y a des problèmes de sécurité pour les étrangers à Moscou. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Aucun, non, aucun. On vit tout à fait normalement, enfin autant que faire se peut, mais sans aucun, si même à Vancouver, de quoi que ce soit de négatif. Non, tout à fait normalement, au quotidien en tout cas. Alors, nous essayons d'envoyer de l'argent de notre filiale française en Russie, Nantexi vers Sberbank, depuis maintenant 15 jours. Le virement n'aboutit pas. Devons-nous considérer que ce n'est maintenant plus possible? Alors, Nantexi vers Sberbank, je ne sais pas, mais Sberbank est sous sanction, me semble-t-il. Donc, je ne suis pas sûr que vous puissiez le faire. En principe, vous avez Société Générale vers Rosbank qui marche. Peut-être Nantexi vers Rosebank aussi d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Vers Sberbank, je serais surpris que cela puisse marcher. Même si, encore une fois, Sberbank n'est pas frappé aussi durement que VTB. Hein, ce sont des sanctions partielles, notamment parce que une partie des paiements du gaz russe livré à l'Allemagne passe par Sberbank. Donc Sberbank est partiellement sanctionné, mais n'est pas sur la liste SDN américaine, à l'instar par exemple de VTB ou Web. Aurait-on des informations concernant le maintien ou non de l'organisme Rosotrudnetchesko en France qui peut donner des bourses aux étudiants français et financer leurs études en Russie? J'en ai absolument aucune. Est-ce qu'on a, vous avez des informations? Aux dernières nouvelles, le centre culturel russe de la rue Boissière à Paris, qui dépend de Rosatrudnetchesko, était toujours en activité. Son directeur, M. Volkov, n'a fait aucune déclaration. Le plus simple, peut-être, ce serait de vous rapprocher du centre culturel, regardez le numéro de téléphone, l'adresse email sur Google et posez-leur la question. Mais encore une fois, dernière nouvelle, le centre culturel russe qui gère justement toutes ces questions de bourse, d'études, continuer son activité. Je sais une chose, c'est que les étudiants russes en France ont un véritable problème aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent plus ouvrir de compte en banque. Et ça, c'est un souci dont on a fait part à l'ambassade de France, mais je ne sais pas ce qui va se passer pour ces pauvres étudiants russes qui ne peuvent plus se financer. Donc, je ne sais pas comment aujourd'hui ils reçoivent de l'argent. La reprise des contaminations liées au Covid-19, en particulier en Chine et dans certains pays européens dont la France, pourrait éventuellement interférer sur l'évolution du conflit. Je ne pense pas que... Surtout, c'est de l'Omicron, si j'ai bien compris, en Chine, hein, donc contagieux, mais qui visiblement a prouvé qu'il n'était pas très dangereux. Donc, je ne pense pas que ça évolue sur le conflit lui-même, honnêtement, non. Mais après, sur les questions économiques, c'est possible parce qu'on sait que certains ports chinois, parmi les principaux ports chinois de fret, sont confinés ou ne peuvent pas fonctionner puisque les autorités chinoises prennent des mesures radicales dès qu'il y a l'apparition de quelques îlots de contamination et de cas. Ils ferment des quartiers en ville, voire des villes entières systématiquement qui mettent sous cloche pendant 15 jours à 3 semaines. Donc, effectivement, ça va encore ralentir les chaînes logistiques, et notamment pour les ports et les infrastructures de transport. Mais sur l'aspect lui-même du conflit, très, très peu probable. Petit point de détail, une rare convergence temporelle, en tout cas, entre la Russie et la France, puisqu'aujourd'hui, en France, de nombreuses restrictions ont été levées, s'agissant du port du masque en particulier. Et j'observe que la mairie de Moscou a annoncé aujourd'hui aussi, pour demain, la fin du port du masque obligatoire dans la capitale russe. Absolument, c'est une information qu'on allait vous donner plus tard. Merci en tout cas d'en avoir fait part, Arnaud. Il y a plusieurs questions militaires, mais je suis désolé, mais
on ne répond pas aux questions militaires parce que d'abord, souvent, on n'a pas les réponses. Et ensuite, certaines sont quand même très sensibles. À votre avis, y a-t-il déjà eu des cas de nationalisation? Non. Alors, on en revient toujours à cette fameuse loi de M. Belousov. Vous vous souvenez où il y a 3 points. Un premier point où on continue normalement, les entreprises étrangères continuent normalement à exploiter leurs activités en Russie. Le second, c'est ils décident temporairement d'arrêter et ils peuvent transmettre leurs actifs à une espèce de fonds qui n'est pas encore défini et revenir plus tard et récupérer leurs actifs. Et puis le troisième, c'est ils partent tout bêtement de Russie, ils laissent tout tomber et là, il pourrait y avoir une nationalisation. Alors, nous sommes pour parler avec le gouvernement russe sur ces questions-là, pour comprendre exactement la façon dont ils veulent le mettre en place. On a une réunion demain, j'ai une réunion demain à 15h, qui ferait d'ailleurs que je serai peut-être en retard à ce Zoom. Mais on vous en dira plus demain ou après-demain sur les modalités. Et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de nationalisation. Il y a juste oui. Si tu permets, il y a le RSPP qui a essayé de faire des contre-propositions. Alors le RSPP, c'est le MEDEF, l'équivalent du MEDEF. L'équivalent du MEDEF en Russie qui a formulé des propositions pour essayer effectivement de mitiger les scénarios qui ont été évoqués par Belousov et effectivement les propositions de management extérieur en formulant de nouveaux critères. Mais pour l'instant, c'est des propositions, c'est-à-dire qu'évidemment, rien n'a été voté, rien de définitif, mais notamment au lieu de la période des 2 à 3 mois qui serait pris en compte pour déterminer si on passe ou pas sur un régime de management extérieur, le RSPP, lui, propose d'aller jusqu'à 3 ans et d'augmenter la part de 25 à 50% pour le niveau de participation étrangère qui entraînerait l'administration extérieure. Donc évidemment, ça donnerait un petit peu d'oxygène, ou en tout cas, ça permettrait d'éliminer un certain nombre d'entreprises qui tomberaient sous le coup probable ou potentiel de ce type d'administration extérieure. Mais pour l'instant encore, ce sont des propositions formulées par le MEDEF russe. Alors, quid de la possibilité d'utiliser le train Saint-Pétersbourg-Helsinki pour les non-russes? Ça va devenir la chronique. En fait, on vient avec Pavel de rencontrer l'ambassadeur de France et on lui a posé la question. Alors, il faut savoir que cette interdiction provenait et des Russes et des Finlandais. Les Finlandais ont levé leur interdiction et l'ambassade de France a demandé au MID, au ministère des Affaires étrangères russe, s'ils pouvaient aussi lever leur interdiction. Voilà, donc on va en parler aussi demain avec le ministre du Développement économique. Mais maintenant, le blocage ne vient plus que du côté russe, donc on espère que ça va se lever assez rapidement. Il me semblait que pour Sberbank, cela n'était qu'en dehors de Russie. Je ne sais pas, on parle du virement tout à l'heure qui a été fait de Natexi à Sberbank, j'imagine, mais je ne sais pas si il est possible vraiment de recevoir des virements de Sberbank. Si on peut se renseigner pour demain, si vous pouvez noter ce point. Alors, en cas d'accord entre les parties, quelles sont selon vous les premières sanctions qui pourraient être levées par les Occidentaux? C'était exactement la même question que nous avons posée à l'ambassadeur tout à l'heure. Évidemment, on ne sait pas, c'est compliqué. On espère en tout cas que l'espace aérien, qui est interdit tant pour les Russes que pour les Européens, sera une sanction qui serait levée rapidement, mais vous dire quelles sanctions seront levées, c'est absolument impossible aujourd'hui. Il faut quand même attendre avant tout qu'on arrive à un premier accord. Quand la bourse russe doit-elle rouvrir et quels sont les risques? Un scénario de faillite en chaîne est-il possible? Arnaud, c'est une question pour toi, ça peut être. Oui, la décision de ne pas rouvrir les cotations a été prorogée jusqu'au 18 inclus, donc pour toute cette semaine. Il est vraisemblable que ce soit reconduit jusqu'à ce que la situation politico-militaire entre dans une nouvelle phase. En revanche, le rouble est coté à la bourse de Moscou et après avoir beaucoup dévissé la semaine dernière, il semble se stabiliser, mais dans des conditions évidemment très particulières, autour de 1 pour 120, 1 euro pour 120 roubles, aujourd'hui à la bourse de Moscou.
Merci Arnaud. Et on a une question en russe, Pavel, si tu veux la lire. Если возможно, прокомментируйте, пожалуйста, есть ли ограничения по суммам на депозиты во Франции для резидентов РФ? Alors déjà, il y a deux types de résidents en Russie. Il y a les Russes résidant en Russie et puis il y a les Français résidents fiscaux en Russie. Donc pour les Français résidents fiscaux en Russie, à ma connaissance, il n'y a absolument aucune limite de dépôt sur les comptes en France. Par contre, pour les Russes, 100 000. Si ma mémoire est bonne, parmi les premières mesures qui ont été adoptées par l'Union européenne, il y avait une limitation à 100 000 euros. Alors je ne sais pas si c'est par compte ou par personne pour les Russes résidant dans l'Union européenne. Et même chose en Grande-Bretagne, je crois, non? 100 000 livres? Non, je ne sais pas. Donc 100 000 euros pour les comptes en France. Mais nous vérifierons auprès de nos collègues banquiers. Pour les Britanniques, alors, il y a une question que je ne suis pas sûr de bien comprendre. Rosbank a-t-il commencé? Il faudrait préciser un petit peu votre question. Je pense, Président, que c'est commencer à émettre les cartes MIR Union Pay, parce que j'ai cru voir passer un message scindé. Ah, pardon, oui, il est scindé. Je le vois en dessous, effectivement. Tu as raison, Arnaud. Aucune idée. J'en ai pas entendu parler pour l'instant. J'avais demandé à Rosbank de nous prévenir, mais je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait. En tout cas, on a une réponse, Président. Une personne indique que MIR sous 5 jours ouvrés. Mais MIR ou MIR Union Pay? Parce qu'ils étaient en négociation. Je rappelle la différence entre les deux. La carte MIR, c'est donc une carte de crédit russe qui marche selon un système qui n'est pas le SWIFT et qui marche à travers toute la Russie et qui est déjà largement distribué parmi les Russes. Et Union Pay, c'est le système équivalent SWIFT chinois qui marche à l'étranger. Donc, si vous avez une carte MIR Union Pay, elle marche bien évidemment en Russie, mais elle marche dans tous les pays qui ont adopté le système SWIFT chinois, dont la France. Dans certains, pas tous les magasins bien évidemment, mais ça marche avec certaines banques. Une question religieuse. Des infos contradictoires sur la position de l'Église orthodoxe russe. On a entendu une scission de l'Église orthodoxe russe sur le point. Je ne sais pas si vous avez des informations. Non, ce n'est pas vraiment une scission. Disons qu'il y a une situation très particulière en Ukraine où il y a plusieurs églises orthodoxes, dont une, historiquement la plus puissante, est rattachée au patriarcat de Moscou. Et c'est au sein de cette église-là, en Ukraine, dans les paroisses, parmi les croyants, qu'il y a évidemment que s'expriment des positions diverses. Onofri, qui dirige cette église, semble prendre ses distances avec le patriarche Cyril. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est distribuée géographiquement de façon très, très large. Ça va de la frontière polonaise jusqu'au Donbass, avec, vous imaginez bien, au-delà des questions canoniques et religieuses, des perceptions des événements très différents. Donc, ce qui est en cause, c'est ce lien de subordination et la qualité de ce lien entre l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou et Moscou. Je ne parle pas des autres. L'autocéphale est celle qui est rattachée à Constantinople. Donc ça fait partie évidemment des dossiers ukrainiens à suivre, et il est bien évident que les processus en cours, que la maturation qui avait lieu ces dernières années pourrait s'accélérer. Mais c'est effectivement un dossier intéressant, même si évidemment à court terme, c'est sans doute pas le plus important. Savez-vous pourquoi le retrait maximum de $10 000 prend tant de temps chez Rosbank? Il faut attendre au moins 2 semaines. Il faut commander, lorsqu'on veut faire un retrait d'argent, il faut commander l'argent à la banque. Alors effectivement, pourquoi ça prend tant de temps? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire de retrait d'argent dans une banque si on ne commande pas l'argent. On peut retirer quand même une partie par ses cartes de crédit, mais une somme telle que $10 000, effectivement, on est obligé de la commander.
L'interdiction d'ouvrir des comptes en France se limite-t-elle aux étudiants russes? Alors, les étudiants russes, c'est sûr. Les Russes, c'est extrêmement compliqué. Donc, on peut estimer que c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui, enfin pour tout citoyen russe, d'ouvrir des comptes en banque en France. En l'occurrence, ce n'est pas lié aux événements actuels. Ça fait des années que les banques françaises étaient extrêmement peu enclines à ouvrir des comptes aux ressortissants russes. Nous en avons parlé des années d'affilée pour essayer de stimuler des investissements, mais c'était avant. Donc maintenant, il n'y a aucune raison que les choses s'améliorent, hélas. Mais par contre, pour les étudiants russes, c'est maintenant, malheureusement. Les contre-sanctions russes dans le domaine du bois, y a-t-il des restrictions attendues dans l'exportation de bois ou de produits dérivés vers l'Union européenne? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Oui, si vous ça a été évoqué. Ça a été évoqué. Il faudra regarder vraiment dans le détail. Ça concerne une partie du bois. Je crois que ça concerne les contreplaqués. Donc, il y a un sous-chapitre, mais à vérifier très précisément. Mais je dirais oui, parce que j'ai vu passer quelque chose que je n'ai pas, malheureusement, et je dois le confesser, pris le temps de regarder en détail. Alors, une question intéressante aussi sur l'interdiction des produits de luxe. Des produits de luxe. Alors, les États-Unis ont interdit l'importation en Russie de produits de luxe. On nous demande, l'Union européenne prévoit-elle un décret similaire? Si oui, où peut-on trouver la définition de ce qu'est un produit de luxe? Alors d'abord, la première chose qui est intéressante à noter, si tu me permets Arnaud, c'est juste que on attendait ça dans le cadre de contre-sanctions. C'est-à-dire que, en fait, le produit de luxe est un produit européen, essentiellement français et italien, et on attendait à ce que ce soit des contre-sanctions. Eh bien non, l'Union européenne a décidé elle-même, effectivement, d'émettre un décret similaire. Donc, on n'a pas attendu les contre-sanctions. L'Union européenne se sanctionne elle-même directement. Mais qu'est-ce que la définition d'un produit de luxe? Je ne sais pas. Non, mais pour les alors, définition de produit de luxe, je ne sais pas, mais quand on voit ce sur quoi portent les interdictions américaines, c'est le caviar. Ils ont fait rentrer le caviar, la vodka et les diamants non industriels, entre autres, dans la liste des objets frappés d'interdiction. Donc, c'est assez large. Mais là, j'ai entendu parler de voitures de luxe aussi. Absolument. D'une valeur supérieure à 50 000 euros ou 50 000 $. Et il semblerait que côté européen, ce soit plus ambitieux, si j'ose dire, et qu'on parle de sacs, enfin, ce genre de choses. On voit très bien quel type de marques sont concernées, françaises et italiennes principalement, sont concernées par ces mesures. Oui, les Européens sont formidables. Les actionnaires détenteurs de VNJ sont-ils considérés comme étrangers? Je n'en sais rien. Il faudrait demander à un de nos administrateurs avocats poser cette question très précisément. Qu'en est-il des liaisons aériennes entre Russie et Europe, Russie et reste du monde? Des discussions ont-elles lieu pour débloquer la situation? Alors non, mais par contre, nous avons une nouvelle. Il faut mettre la caméra Virgile. Tsar Voyage, qui est toujours très actif en Russie, Virgile, nous a ouvert une nouvelle ligne, nous fait une nouvelle proposition de ligne. Gilles, je te laisse parler. Ça ne dépend pas de nous, mais effectivement, on continue à rechercher un peu les moyens de voyager à la demande de nos clients et des résidents à Moscou. Et en fait, quelque chose qui n'avait pas été tellement exploré, c'est le passage par Kaliningrad. Alors en fait, c'est un vol intérieur donc, qui fonctionne. Simplement, il fonctionne avec un grand détour parce qu'il doit passer par la Baltique pour éviter les zones interdites. Donc, ça met pas mal de temps, mais c'est une possibilité. Et donc, une fois arrivé à Kaliningrad, on vous met à disposition une voiture qui vous emmène à la frontière, que vous passez à pied. Donc, c'est un peu le cas de la frontière comme à Narva. Et puis ensuite, vous avez de l'autre côté de la frontière, côté Pologne, donc un taxi qui peut vous emmener soit à Gdansk, soit à Varsovie. Gdansk, c'est 150 km, Varsovie, 300 à peu près. Et de là, vous avez pas mal de vols low cost vers l'Europe. Donc, c'est pas une nouvelle parce que ça existait déjà, mais c'est une possibilité qu'on explore un peu plus parce que d'autres se ferment plus ou moins avec beaucoup de restrictions sur certains vols. Voilà. Merci Gilles.
Savez-vous s'il existe des groupes de discussion sur Telegram? Il y en a plusieurs. Vous avez Solidarité des Français, je ne sais plus comment ça s'appelle, Solidarité des Français, il y a Moscou Malin, et où vous pouvez discuter de… Solidarité Français de Russie. Pardon, Solidarité Français de Russie, merci. Et vous pouvez donc discuter de toutes les questions de transfert d'argent. Ils en parlent toujours sur ces deux fils Telegram et vous pouvez poser votre question. Qu'en est-il du projet de loi concernant l'interdiction de Meta? Pour l'instant, je n'ai pas vu de développement outre mesure, mais j'imagine que ça avance. L'idée, c'est de le faire classer comme organisation extrémiste pour entraîner son interdiction pure et simple, avec ensuite les répercussions qu'on peut imaginer pour les personnes qui détiennent un profil Facebook, voire pour les organisations en Russie qui détiennent un profil Facebook et qui donc chercheraient à continuer à alimenter en utilisant un VPN et qui donc par conséquent pourraient potentiellement s'exposer à des soucis. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'aboutissement pour cette classification. Le groupe terroriste parce qu'ils font des appels au meurtre de Russes. Hein. De soldats russes. C'est en fait Facebook, enfin Meta, a décidé de ne pas censurer les commentaires, les posts, les vidéos, les appels qui sont classés comme des appels, en fait, des incitations à la haine, concernant les appels à commettre des agressions contre les soldats des forces russes. On nous demande la position de Danone aujourd'hui, mais comme toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas dans de nouveaux projets et continuent à opérer en Russie. Deux grands groupes russes de deux secteurs d'activité différents parlent d'une dévaluation du rouble pour mai. Pouvez-vous préciser l'impact possible sur la vie de tous les jours? L'impact possible d'une dévaluation, c'est de l'inflation, bien évidemment, d'un certain côté. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme impact? Je dirais que la dévaluation, elle a déjà eu lieu en réalité, puisque s'agissant de l'euro, il est passé de 85 à 120. Alors la question, est-ce que ça peut aller plus loin dans les semaines et les mois qui viennent? C'est difficile à dire, mais je dirais que c'est déjà en cours, ça s'est déjà produit. Le premier choc, en tout cas, a déjà produit des effets. Et évidemment, inflation et conséquences sur les importations et de façon plus générale sur la structure du commerce extérieur. Et la durée, et quand je rappelle les pronostics de la Banque centrale pour le taux de parité le taux de change rouble-dollar, pour jusqu'à 2024, ils ont en gros une projection qui donne un taux qui est en gros de 1 pour 118, voire 120 pour 2023 et 2024. Donc, qui s'inscrivent dans la durée en l'état actuel des paramètres qu'on a, des sanctions que l'on connaît, et donc si jamais elles sont à peu près, j'imagine, maintenues en l'état. Il y a beaucoup de questions. Je vais demander là pour le coup de vous arrêter parce qu'on ne va pas avoir le temps de toutes les poser. On nous demande quid de l'organisation éventuelle de vol avec Air France, dont on avait parlé il y a quelques jours, parce qu'Air France nous disait qu'il imaginait un vol qui passait par l'Égypte, mais je pense qu'il ne va pas avoir lieu puisque Aeroflot ne vole plus sur l'étranger. C'est ça, Gilles? Je pense, je n'ai pas plus de nouvelles. Bon. Donc, logiquement, il n'y aura pas de vol avec Air France pour l'instant, en tout cas. Encore une soirée CCFR pour pouvoir se retrouver en ce temps troublé. On a promis qu'on ferait quelque chose avec les gens qui restaient, de façon à ce que les gens puissent se voir, qu'on puisse avoir une évaluation du nombre de personnes qui restaient. Donc, ce n'est pas une soirée en tant que telle, mais ça va être une rencontre, bien évidemment. Donc, on va attendre encore deux semaines à peu près avant d'imaginer quelque chose pour qu'on puisse imaginer qui est là. Donc, on nous dit que les banques centrales US et européennes ne livrent plus de billets de banque à la Russie. Ça, c'est une information. VTB n'a pas encore été sanctionné par l'Union européenne. Si, ils ont été sanctionnés, non, par l'Union européenne, il me semblait. Ils sont sanctionnés très lourdement par les États-Unis, ça suffit. Ils sont sur les CPM, donc ça suffit largement. Oui, de toute façon, toutes les sanctions américaines étant extraterritoriales, il n'y a pas besoin de…
Le train pour Kaliningrad a-t-il été supprimé? Est-ce que tu sais ça, Gilles? Je pense que tous les trains, il n'y a plus de trains réellement sur Riga, sur Tallinn, tout ça. Oui, tous les trains qui passent par l'Union européenne ont été supprimés, à part celui qui va jusqu'à Helsinki. Qui n'est pas accessible aux étrangers pour le moment. Gilles, on nous dit vive Gilles. Donc, quid de la communauté business des autres pays, Italie, Allemagne, etc. Alors, il faut que vous sachiez que nous avons des Zooms toutes les semaines avec les autres chambres de commerce présentes en Russie, y compris les Américains. On fait ça 2 fois par semaine. On le faisait une fois, on le fait 2 fois par semaine maintenant. En fait, ils traversent exactement, bien évidemment, les mêmes choses que nous. Ils ont les mêmes préoccupations et nous faisons face aux mêmes problèmes. Donc, ensemble, nous allons négocier avec les autorités russes pour comprendre exactement leur faire part des problèmes rencontrés par les entreprises étrangères et voir avec eux les façons dont on peut résoudre les problèmes. Donc, on fait ça tous ensemble et d'une façon unie. Alors là, on nous demande comment licencier le personnel russe. Je n'en sais rien. Tu sais, Sam? Non, mais ça fait partie des questions qu'on va poser à nos collègues juristes et avocats et on répondra demain. Prends note. On nous demande si on a un grand départ constaté. Ça, c'est une question qu'on nous pose de façon récurrente, qui est toujours extrêmement difficile à répondre. C'est-à-dire que les grandes entreprises françaises ayant rapatrié les familles des expatriés, ça a fait beaucoup de monde. Donc, beaucoup de monde est parti. Mais vous avez aussi énormément de personnes, énormément d'entrepreneurs qui sont restés. Alors, quand on a rencontré l'ambassadeur tout à l'heure avec Pavel, on a dit qu'on allait faire une opération conjointe, eux de leur côté et nous d'une autre, et essayer de réunir nos fichiers pour essayer d'estimer le nombre de personnes qui sont restées. Ce que je disais à l'ambassadeur, c'est, je pense, en fait, une majorité de personnes vont rester. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les grands groupes qui sont partis. Excusez-moi, les familles d'expatriés de grands groupes qui sont partis, pas les groupes en eux-mêmes. Ça représente beaucoup de monde. Mais il y a quoi? Une 50aine de grands groupes. Il y a 1200 entreprises françaises. Ça fait que vous en avez à peu près encore 1150, dont certains sont partis, mais la majorité d'entre eux, la grande majorité d'entre eux vont rester. Pourquoi? Parce que ce sont des entrepreneurs, ce sont leurs entreprises et qu'ils ne peuvent pas la quitter comme ça. Donc je pense, et quand vous avez 1150 sociétés françaises, c'est des familles aussi. Donc beaucoup de gens qui sont binationaux, et qui n'ont aucune raison de partir. Donc, je pense qu'on va avoir un certain nombre de départs, mais aussi beaucoup de gens qui vont rester. Dans les dernières questions, un Russe avec un visa Schengen n'a donc aucun moyen pour se rendre en France. Si, bien sûr. Il peut prendre les avions qui passent par Istanbul, par la Serbie, par les pays du Golfe. Il peut tout à fait marquer. Le train. Et il peut prendre le train, lui, pour Helsinki, exactement. Il peut prendre le train Allegro qui part de Saint-Pétersbourg pour Helsinki et de là prendre un avion Finnair avec 2 vols quotidiens, je crois, Helsinki-Paris. Un le matin et un en milieu d'après-midi, plus EasyJet. On nous dit après il y a des croisières. On nous dit qu'il y a un train Moscou-Kaliningrad tous les jours. Peut-être aussi. Bon, ben voilà, et prochain départ ce soir. Je pense qu'il passe que par la Biélorussie. Et Oui. pas... Ah oui, par la c'est ça. Biélorussie. Oui, donc ça concerne une fois encore que les Russes et les Biélorusses. Ah, seuls les Russes et les Biélorusses pourraient prendre ce train. Il faut un visa pour traverser la Biélorussie. Même sans visa, même avec ça, ce n'est pas possible. La frontière terrestre biélorusse ne peut être franchie que par les Russes et les Biélorusses. La frontière terrestre biélorusse ne peut être franchie que par les Russes et les Biélorusses. Donc, ça exclut les étrangers. Jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Voilà. On nous dit qu'il y a des employés français dans les entreprises russes qui devraient rester. Voilà. Une dernière question, l'impact de la crise actuelle sur le marché des métaux fabriqués en Russie, acier, aluminium, etc.
quelles contraintes pour les gros groupes russes fabricants? Est-ce que vous avez une idée? Non, Arnaud, ça te... Non, les éléments nouveaux, c'est que, bon, on parle encore une fois d'une interdiction, enfin d'un embargo européen sur les importations d'acier russe. Et on a vu par ailleurs plusieurs responsables gouvernementaux russes, M. Khousnouline, vice-premier ministre, je crois, mais c'est à vérifier, qui demandaient aux aciéristes russes de baisser le prix de leur production. Donc, bon, on voit bien que les chaînes d'approvisionnement, les marchés, tout ça est en cours de bouleversement. À cela s'ajoute l'aspect monétaire. Alors j'ai vu un commentaire, ce n'est pas une dévaluation parce que le rouble est flottant, c'est vrai, mais dévaluation sans perte de valeur, c'est bien ce qui s'est passé en réalité. Donc les grands groupes russes sont dans cette phase de choc et de réévaluation des marchés, des situations et des coûts de leur production. Et ça va prendre quelques semaines encore, mais peut-être même jusqu'à l'été. D'accord. Une dernière question, voilà, que j'ai reçue par SMS. Confirmez-vous le projet de loi selon lequel une administration externe peut être mise en place dans le cas où le management quitte physiquement le pays? Si oui, quelle est la définition du management et directeur général? Alors, oui, il y a un projet de loi qui va en ce sens. On ne sait pas encore comment il va être mis en place. J'ai cru comprendre que c'était vraiment quand même en cas d'abandon des actionnaires de leur entreprise en Russie. Mais on va demain rencontrer le ministre du Développement économique, on va en parler avec lui et j'espère pouvoir donner une réponse plus précise à cette question, soit demain, soit mercredi. Voilà. Pavel, est-ce que tu as des nouvelles à nous donner? Comme toujours, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, rejoignez notre canal Telegram pour retrouver notamment les podcasts de ces rencontres quotidiennes et puis toutes les autres informations que nous pouvons partager avec vous. Donc, tout à fait sur le moteur de recherche de Telegram, CCI France Russie en un seul mot, plus la hotline@ccfr.ru qui vous permet de poser vos questions auxquelles nous tâchons de répondre de manière quotidienne. Et toute cette semaine, donc du lundi au vendredi, jour travaillé, nous serons avec vous quotidiennement à 17h30 heure de Moscou avec le même lien que vous connaissez tous. La CCIFR reste à vos côtés, donc à demain, merci. Tenez au bon. revoir.